Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Actu7, votre magazine rétrospectif de l'actualité de la semaine sur votre chaîne panafricaine Label Radio et Télévision. Nous avons comme invité sur ce plateau Dr André Adjo, politologue, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville et chercheur au CNRS. Bonjour. Bonjour. Et comme à l'accoutumée, à ma droite, Georges Wenceslas-Saboké, qui est le directeur des rédactions à Label Radio et Télévision. Bonjour. À ma gauche, le doyen Alex Blériot-Momha, éditorialiste maison. Bonjour. Bonjour. Alors, ensemble, messieurs, nous allons d'abord évoquer le fait de la semaine, Donald Trump, le président américain, qui traite Haïti et certains pays africains de pays de merde, ce qui a suscité un tollé à l'international et notamment dans la plupart des pays africains. Il y a la nouvelle constitution au Gabon et on en profitera bien sûr pour parler des législatives et l'affaire Jean Ping qui est citée par un juge dans une affaire de tentative de déstabilisation de l'État. L'Angola et le ménage fait par le nouveau président, en Afrique du Sud ensuite. Jacob Zuma qui est peut-être en train de vivre ses derniers moments, ses dernières semaines en tant que président de la République. Et enfin, on parlera en société des filles mères en Tanzanie, mais également du CHAN, de la Coupe d'Afrique des Nations consacrée aux joueurs évoluant sur le continent africain. Avant de venir, bien sûr, à l'essentiel, avant d'en venir au débat, on regarde ensemble le fait de la semaine qui est signé Alex Blériot-Momha. Apparemment, le président américain Donald Trump est en excellente santé. C'est ce qui ressort de la visite médicale du locataire de la Maison-Blanche rendue publique vendredi 12 janvier 2018 par l'hôpital militaire national. Comment ne pas croire puisque le diagnostic est posé par les médecins de la première puissance économique, militaire et scientifique du monde. Sauf que ceux qui côtoient le 45e président américain depuis longtemps, qui le connaissent donc, doutent, à défaut d'affirmer, que tout fonctionne correctement chez le magnat de l'immobilier. Le livre de Michael Wolff, Fire and Fury, Feu et Furie, qui dresse un portrait au vitriol de la magistrature Trump, renseigne que la première année au pouvoir de Donald Trump a été marquée par une forme de chaos permanent autour d'un président raillé par ses propres collaborateurs. L'ouvrage qui remet en question la compétence et même la santé mentale du président a battu le record des ventes en moins de 24 heures de sa sortie, 29 000 copies imprimées, plus de 250 000 versions électroniques et plus de 100 000 versions audio. C'est dire combien Donald Trump est finalement une curiosité mondiale qui étonne et détonne en même temps qu'elle surprend et effraie et qui semble échapper à toute analyse rationnelle. Les dernières déclarations hasardeuses et désobligeantes du président des États-Unis sur l'Afrique ne sont pas les premières et ne seront certainement pas les dernières. Elles ont en plus la constance d'être un mélange d'ignorance, de vantardise, de condescendance et d'arrogance, qu'à la limite, le plus à plaindre, c'est leur auteur, si le ridicule pouvait tuer. Mais au-delà de la blessure des propos, les Africains légitimement outrés, et en particulier les leaders, devraient se poser la question de savoir si leur pays serait qualifié de merde s'ils étaient bien gérés, même avec les subsides que ces puissants veulent bien laisser en Afrique après avoir pris l'essentiel. C'est le même Donald Trump qu'il y a quelques mois disait à certains chefs d'État africains avoir plein d'amis qui viennent dans nos pays pour essayer de devenir riches. Car nos pays n'ont de valeur aux yeux de M. Trump que par rapport aux immenses ressources à exploiter et à exporter. Des femmes et des hommes, de la simple merde humaine qui dérange le confort de l'Amérique d'abord de Donald Trump. Alors, Donald Trump est-il finalement normal? Est-ce que son état de santé mentale, justement, ne pose pas de problème, Alex Blériot? Non, je pense que le président américain est en parfaite santé. Le diagnostic médical est clair là-dessus. Il se porte très bien. Il n'y a pas de raison que nous, ici, on puisse remettre en doute, n'est-ce pas, son état de santé global, n'est-ce pas? Bon, une fois de plus, à ce niveau, on est tous d'accord, sauf que les agissements, l'imprévisibilité du président américain, un certain nombre d'actes, de propos font en sorte qu'on se pose des questions sur son équilibre. Ce n'est pas la mauvaise santé, mais sur l'équilibre de l'homme au fil des jours. Donc à ce niveau, on est en droit de se demander
si tout fonctionne correctement à tout moment. André Adjo, les pays africains et Haïti sont-ils, pour reprendre les propos du président américain Donald Trump, qui dit d'ailleurs ne pas avoir tenu, les pays africains sont-ils des pays de merde? Merci d'abord pour l'invitation, de m'acquitter de ce petit devoir. Je pense que occuper cette fonction, et surtout pour ce pays-là, ça exige quand même de la modération. Et je crois que c'est un populiste de circonstances. Mais c'est aussi, à mon avis, une posture qui traduit quelque chose de fond aux États-Unis. Parce que lorsqu'on interroge ces électeurs, ils ont des positions fortes sur les minorités, sur les femmes, sur les immigrés. C'est ce que Trump reprend et c'est ce sur quoi il surfe. Donc il n'est pas malade. Il n'est pas malade. Maintenant, pour répondre directement à votre question, je ne crois pas. Nos pays ont de gros problèmes. Je pense que les Africains sont les premiers à les reconnaître. Au-delà des Africains, il y a Haïti. Ça va de soi. Mais à ce niveau-là, ce manque d'élégance-là n'est pas acceptable. Ça traduit une forme de racisme? Absolument. Absolument. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et il va jusqu'à demander que l'Afrique soit recolonisée. Je pense que... Ça, c'était des propos de campagne. Je pense qu'il est dans ses excès. Il est dans des excès et bon, on se demande jusqu'où il ira et qu'est-ce qui va le freiner. Finalement, au-delà de la personne du président Trump, est-ce que ça ne remet pas en cause justement le rapport des Américains en général avec les Africains? Comment nous perçoivent-ils? Non, moi je pense qu'il ne faut pas confondre le président Trump au peuple américain. Ça, franchement, je crois qu'il faut éviter cette Parce qu'il se dit que son électorat... Oui, il y a une minorité. Bref, il y a une frange de la population qui pense certainement comme lui. Dans tous les cas, il est évident que Trump ne supporte pas beaucoup les étrangers. Son idéologie de America First dit tout, en réalité. Mais avec ça, beaucoup de ses concitoyens partagent certainement cette vision des choses. Mais c'est certainement pas la majorité. Le peuple américain est un peuple d'immigrés, essentiellement, d'immigrés. Donc, que ce soit les anciens esclaves africains qui sont là-bas, que ce soit les Irlandais et tout cela, c'est un peuple d'immigrés. C'est vraiment le grand mélange de peuples venus d'ailleurs. Donc, je pense qu'on ne peut pas confondre les attitudes de M. Trump aux attitudes de tous les Américains. Mais une fois de plus, il tient des propos. On peut se demander, arriver à ce niveau, si on peut encore tenir ce genre de propos. Alors, donc, c'est là où on se pose la question, est-ce qu'il est conscient du fauteuil qu'il occupe et de la puissance dont il préside les destinées? Justement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'a pas été bien préparé à la fonction de président de la République, parce que quand on est président de la République, à certains moments, il faut savoir faire preuve de mesure, des fois même de réserve. Et lui, il lâche tout, il va dans tous les sens. Il est un peu comme un éléphant sur un plateau de porcelaine. Et donc, on se demande chaque fois qui va être la prochaine victime, quelle va être la prochaine gaffe, parce qu'il faut le dire. Et puis, des fois, sur des questions très importantes, comme les problèmes d'environnement, les problèmes de réchauffement de la Terre, il prend des positions brutes, il ramène comment je veux dire ça, des signatures qui avaient été faites, il décide de les annuler, et donc, il va dans tous les sens, et c'est un président tout à fait bizarre. Un président libre? Oui, libre certainement, mais cette forme de liberté-là... Libertin. m'interroge. Lorsqu'on entend le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, Tillerson, dire qu'avec son patron, c'est-à-dire le président, il y a des divergences de vues, ouvertement, et qu'il a fait un choix de servir les États-Unis, donc le président, et c'est pour ça qu'il reste à ce poste. C'est quand même assez édifiant sur la qualité de cette personne. Et j'ajoute les nombreux revirements sur l'accord de Paris, parce que maintenant, il se dit qu'il pourrait revenir. Sur la Corée du Nord, après y être allé fort, il revient.
sur Paris, souvenez-vous les propos sur Paris, sur la Norvège, etc., sur la Grande-Bretagne. Récemment, avec Theresa May, c'était des relations difficiles puisqu'il s'est véritablement lâché, pour parler simplement. Il y a donc de nombreux revirements après ces excès. Et donc la question de sa capacité à inscrire les États-Unis sur un schéma clair d'évolution se pose. Maintenant, il reste, je crois que les élections de mi-mandat régleront son cas. Je ne m'avance pas trop, mais je ne crois pas que les électeurs américains rateront cette occasion pour... Finalement, Donald Trump est-il un génie? Est-il le génie qu'il dit être? Il marche à la pulsion, pas à la réflexion. Et donc, quelqu'un qui marche selon ses pulsions, qui n'arrive pas à les dominer, il y a un problème. L'autre chose, c'est que Donald Trump, finalement, c'est un bon communicateur. C'est quelqu'un qui fait tout pour rester en actualité. Il n'y a pas un jour où Donald Trump n'est pas en actualité. Alors je pense même qu'il est, et c'est pour ça qu'il est un génie quelque part, hein, parce qu'il utilise tous les éléments, n'est-ce pas, pour être totalement à la une, presque tout le temps. Peu importe ce qu'on peut en dire, n'est-ce pas? Alors, mais il est, que ce soit les qualificatifs qu'il utilise pour parler du bouton nucléaire, que ce soit un certain nombre de choses. Donald Trump, c'est du Donald Trump. Alors demain, on se rappellera. Vous savez que les journaux s'en régalent, malheureusement, mais il dévoile la fonction présidentielle, surtout même, nous pensons, de l'honneur d'une puissance comme les Amériques. Parce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que les Américains ne regrettent pas d'avoir envoyé un monsieur comme cela à la Maison-Blanche? Et puis, il faut regarder, il y a un livre qui est sorti sur lui. Ce livre, le stock est épuisé. Cela veut dire que tout le monde veut voir ce qui se passe. Et c'est un de ses anciens collaborateurs qui le traite de tous les noms. Et qui dit qu'il aurait été effrayé, c'est cela, par l'idée d'être finalement devenu le président de la République? Oui. Oui, ça peut se comprendre. Maintenant, il en abuse, puisqu'il y est depuis quelques mois. Mais avant les élections, et même au moment où il apprend les résultats sortis des urnes, on peut comprendre que sa réaction ait été celle d'avoir peut-être peur, en tout cas de se poser un certain nombre de questions. On apprend que sa femme a pleuré, pour je ne sais quelle raison. Donc on peut comprendre. Mais c'est un moment particulier que vivent les États-Unis. Elle a peut-être pleuré d'émotion? Peut-être d'épouvante. C'est un moment particulier que les États-Unis vivent. La parenthèse sera très vite fermée parce que c'est trop agité, cette gouvernance-là. Et est-ce que les États-Unis, notamment les Américains, électeurs, vont s'accommoder année après année d'un mode de fonctionnement trop agité comme ça? C'est la question que je pose. Mais est-ce que finalement ce n'est pas le style américain qu'il incarne? Ce style américain, il n'est pas le premier, il n'est que le 45e président américain. Et jusqu'à présent, les historiens relatent qu'on n'a pas encore vu ce genre de comportement à la Maison-Blanche. Donc, ce n'est pas du tout un style américain, loin de là. En tout cas, il y a beaucoup de suffisance dans sa façon de fonctionner. Et puis, quand on est président, on entre dans une sphère pleine de diplomatie et il faut utiliser les instruments qu'il faut dans ce genre de situation. Et il refuse même d'apprendre. Et il ne le fait pas. Il refuse d'apprendre parce que c'est comment c'est conseillé. Il est en train de marginaliser finalement les États-Unis. Voilà. On regarde tout le monde regarde aujourd'hui les États-Unis comme un pays bizarre avec un président bizarre. Et quel crédit justement à accorder à ce livre qui vient d'être publié? Parce que la plupart de ce qui a été révélé dans cet ouvrage, qui est justement en rupture de stock, qui est devenu un best-seller en quelques jours, la plupart de ces informations ont été rejetées par Donald Trump. Non, mais c'est tout à fait normal. C'est pas tout à fait inintéressant qu'un compagnon de route nous dévoile une facette de l'homme. Et nous aussi, et c'est ça qui est bizarre, nous ne sommes pas tout à fait étonnés. Parce qu'à partir du moment où il a émis, en tout cas publiquement, cette envie-là de devenir président des États-Unis, au moment des moments de pré-campagne, etc., Trump s'est très vite donné une image. Et depuis lors, il n'a pas varié. C'est ça aussi qui est intéressant. Nous ne sommes pas tout à fait surpris, parce que d'autres propos
par rapport à d'autres peuples ou d'autres États ou par rapport à des situations politiques qui touchent le monde. Finalement, il est constant, Trump. Il est constant dans sa bouillabaisse, si j'ose m'exprimer comme ça. Mais il y a quand même un problème. Hein. En fond, c'est vrai que Donald Trump, il est comme il est. Mais est-ce que des fois, peut-être que je vais prendre une volée de bois vert, mais est-ce que des fois, les dirigeants africains ne prêtent pas le flanc? Il y a quand même des images qui interrogent également. Bon, est-ce que c'est parce qu'on arrive à la Maison Blanche, quand bien même on est président d'un pays africain, qu'il faut avoir sur soi un badge qui permet d'être identifié comme tel ou tel? Enfin, c'est des questions que beaucoup de gens se sont posées. Hein. Est-ce que tout ça aussi est élégant et valorisant? Pour que non, Mais pour les Africains. Bon, au niveau de la gestion de nos États, une fois de plus, je pense qu'il faut qu'on évite de confondre absolument les leaders au peuple. Somme toute, les peuples ont les leaders qui sont choisis, mais néanmoins, il y a également une marge à faire entre globaliser les pays de merde et quelques leaders qui peuvent être je n'ose pas indiquer. Donc, vous ne pouvez pas mettre dans le même sac tous les peuples du monde et leurs leaders, et c'est pour cela qu'à un certain moment, vous voyez bien que les peuples se débarrassent de ceux des leaders, donc qui pensent qu'ils ne font plus ce qu'ils devraient faire. Et ça sera certainement la même chose pour les Amériques. André Adjo, pour être complet sur le sujet et passer à... Oui, c'est la question des priorités. Il est à peu près clair maintenant que l'Afrique n'est pas une priorité pour le président américain. Il y a d'autres enjeux beaucoup plus intéressants pour lui que l'Afrique. Et à ce niveau, l'Afrique devrait s'interroger. Il y a un certain nombre de défis, un certain nombre d'enjeux. Les bouleversements sont importants au niveau environnemental, économique, culturel. C'est à l'Afrique de prendre en main son destin. Et puis, il faut regarder, les dirigeants africains ont vraiment été interpellés pendant l'année qui vient de s'écouler sur de nombreuses préoccupations. Et je pense qu'il est temps que... j'allais dire qu'il y a ce sursaut. Il est temps de se ressaisir. D'orgueil de la part des dirigeants africains, parce que quand même, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la Libye, quand on regarde notre agriculture, quand on regarde nos économies, quand on regarde toutes ces choses-là, eh bien, il faut bien que les dirigeants africains se décident, à se réveiller. Et puis, moi, et donnent la réplique à un monsieur comme Donald Trump, avec des décisions qui aillent dans le sens du développement. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir. Nous allons passer à l'autre volet. Au Gabon, il y a eu, en Afrique centrale, d'où nous émettons une actualité importante, c'est l'adoption de la nouvelle constitution, la révision de la constitution par le Congrès, donc le Parlement et l'Assemblée nationale qui se sont réunis pour finalement valider cet aménagement. On le voit dans ce sujet. Le Parlement gabonais, réuni en Congrès ce mercredi à Libreville, a adopté sans surprise le projet de texte portant révision de la Constitution. Sur les 213 votants, 197 voix ont été favorables, 14 contre et 2 abstentions retenues. Cette révision avait été recommandée par le dialogue d'Angondjé, auquel l'opposition dite responsable avait pris part. Dans la pratique, l'adoption de cette loi en plénière a obéi à l'usage qui consiste à donner la parole à chaque parti. L'opposition, en minorité au sein de ces deux chambres du Parlement, a tenté de convaincre ou de rallier l'assistance à ses idées, alors que le parti au pouvoir a vanté les avancées démocratiques du Gabon. Il faut dire que certains amendements ont été apportés au texte par le Sénat. Mais pour l'instant, ni le contenu du texte, ni ces différents amendements n'ont été rendus publics. Pour Jean-Gaspard Ntuntoumaï de l'Union nationale, parti de l'opposition radicale proche de Jean Ping, cette adoption a été faite par une chambre intérimaire, étant donné que le mandat des députés a expiré. Alors au Gabon, le texte qui avait été soumis par le gouvernement pour adoption est finalement passé. Est-ce que ça va changer la configuration actuelle du fonctionnement du pays? En ce qui me concerne, je ne crois pas. Il y a une situation de crispation
depuis plusieurs années. Et les réponses, on sait à peu près, lorsqu'on est de bonne foi, où aller les chercher. Ce n'est pas le cas. Et donc, quand ça se passe dans une relative intimité comme ça, sans débat, et le reportage disait que les aménagements, le public ne sait pas trop de quoi il Les s'agit. aménagements sont souvent publiés au journal officiel. En tout cas, il n'y a pas eu, puisque la société gabonaise est fâchée avec le débat, il n'y a pas eu de débat autour d'une question qui, normalement, devait créer l'enthousiasme, etc. Tout ça s'est passé dans une relative intimité. Et comme ce qui est attendu, cette aération nécessaire au niveau de nos institutions, ou des institutions du Gabon, n'a pas vraiment été fait. Je crains que la décrispation, l'apaisement généralisé ne soit pas au rendez-vous dans les jours qui suivent. En tout cas, rien n'indique au regard, ce n'est pas une révolution, ce sont des aménagements. Alors qu'on arrive à une phase où il faut véritablement toiletter nos textes, toiletter les textes du pays, et avec un maximum d'acteurs, notamment ceux-là qui ne s'entendent pas. Il ne s'agit pas d'être autour de la table avec des copains. Il s'agit d'être autour de la table avec ceux avec qui on est en contention, des postures antagonistes. C'est ça la question. Et donc si on refuse d'affronter cette échéance-là du débat véritable avec les acteurs avec qui on ne s'entend pas, il sera difficile, à mon avis, que l'apaisement arrive. Mais chaque acteur semble camper sur sa position. Oui, il y a quand même un certain nombre de questions. L'une des questions qui fuse là tout de suite, c'est comment mettre tout le monde ensemble. Il y a eu quand même le dialogue national pendant l'année 2017 et justement les réformes de la Constitution sont venues de ce dialogue-là. Donc il y a eu quand même quelque part débat, dialogue qui a vu des représentations des Gabonais. Mais il y a une interrogation justement, docteur Adjo, parce que l'opposition représentée par Démocratie Nouvelle de René Ndémézo, Mathieu Mbumba Nzengi d'une frange de l'Union du peuple gabonais, a décidé de claquer la porte de ce comité de suivi parce que finalement, certaines réformes adoptées lors du dialogue d'Angondjé ont été balayées par la représentation nationale. Oui, je crois que c'est une petite fâcherie qui arrive un peu trop tard. Il y a un manque de lucidité de la part de ces acteurs. Ce que beaucoup avaient envisagé très tôt, eux, ils ne l'ont pas vu. Et c'est un peu dérisoire de venir claquer la porte. Ils se sont engagés qu'ils aillent jusqu'au bout. Ce qui est, à mon avis, important, et je vais prendre une image, mais je vais m'avancer. S'il y a des élections présidentielles dans 6 ans, il me paraît assez difficile que le PSD, que Démocratie Nouvelle ne s'aligne pas derrière le candidat du PDG. Ça me paraît assez difficile. Et donc une opposition qui, au moment des échéances, suit le courant de la majorité, est-elle encore une opposition? C'est la question que je pose. Ah oui, mais moi je voudrais dire qu'une fois de plus, je pense qu'on a toujours dit que la politique de la chaise vide n'est pas toujours une bonne politique. Je pense que les politiciens le savent mieux que quiconque. Parce que là, également, nous sommes embarqués dans le cas d'espèce, dans une situation où les présents, surtout que c'est les gens du camp présidentiel, ont continué parce que ceux d'en face ont refusé. Bon, alors donc, l'analyse des équilibres de pouvoir à un certain moment, parce que chacun reste dans cette position, comme vous l'avez dit, a fait en sorte que quand le dialogue national est convoqué, tout le monde ne participe pas, mais les autres ne vont pas s'arrêter parce que vous n'êtes pas venus. Mais il y a quand même une partie de l'opposition qui est venue. Donc maintenant, mais c'est cette partie d'opposition qui... Oui, mais maintenant, il se trouve, comme dit le docteur Adjo en ce moment, mais il se trouve qu'il y a une machine qui a démarré, qui est en place, et qui déroule un programme où vous le contestez. Vous êtes là pour le contester, ou alors vous choisissez d'autres armes de contestation, et si vous ne parvenez pas avec vos armes de contestation à imposer votre voix, les autres continuent. Nous sommes là dans un domaine politique où le jeu est très cynique. Alors donc, moi je pense que pour l'instant, le cadre constitutionnel de l'État est désormais tracé, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, si vous allez à l'encontre de ce qui est disposé,
alors vous serez en violation du texte fondamental jusqu'à ce que vous arriviez au pouvoir et que vous le changez. Alors voilà la donne en ce moment. C'est pour dire qu'une nouvelle constitution est arrivée, elle est adoptée. Il y en a qui d'ailleurs sont en train de dire que malgré cette constitution, il y a des échéances qui arrivent, on va y aller parce que là encore vous vous abstenez, vous allez encore voir que la Chambre sera monocolore et puis vous allez subir. André Adio. C'est en réalité la direction qu'on veut donner à nos États, à nos sociétés. Quelle est-elle? Que vaudra une majorité de plus? Pour changer quoi? Est-ce que c'est intéressant de s'inscrire toujours et toujours dans cette logique un peu fade alors que les résultats escomptés n'arrivent jamais? Je pense que pour donner de l'efficacité à nos institutions, il faut de la coloration. Il faut que lorsqu'un texte, bénin soit-il, est discuté au Parlement, il faut le débat. Et pour qu'il y ait débat, vous savez, la démocratie, c'est aussi la protection de ceux qui sont les plus faibles, entre autres définitions de la démocratie. Voilà. Il n'est pas toujours bon dans un système démocratique que les minoritaires, s'ils sont vraiment minoritaires, là aussi c'est une question, soient totalement marginalisés et bannis. Ça donne des sociétés fades et des sociétés à risque. Parce que nous en viendrons peut-être sur un certain nombre de pays africains. Si c'est ça le schéma, moi j'ai dit on échouera collectivement, au Gabon et ailleurs. D'où toujours ma question, comment s'asseoir et discuter? Mais l'autre question que je voudrais peut-être que j'en réponse, c'est pourquoi également les gens n'ont pas le courage, à un moment étant à l'intérieur, pour dire, parce qu'aujourd'hui, ceux qui démissionnent, par exemple, du comité de suivi, ou ceux qui aujourd'hui étaient dans le parti au pouvoir, qui sont dans l'opposition, alors pourquoi à un moment, à l'intérieur, on ne peut pas se dire que voici, parce qu'après, on n'a qu'à s'en prendre à soi-même, parce qu'on a laissé passer les choses, ou bien que demain, on va subir cela. C'est ça, il y a un peu une courte vue. Justement, c'est là la question. Une courte vue de la part de ceux-là qui sont à l'intérieur, parce qu'aujourd'hui, tout le monde débloque. Je suis d'accord, un débat sur la Constitution doit vraiment faire l'objet d'une grande communication, d'une grande sensibilisation pour que les gens s'en imprègnent, suggèrent et puis qu'on adopte quelque chose. Mais il se trouve que ceux qui sont devant, et souvent c'est des intellectuels, malheureusement ceux-là même qui devraient orienter les gens, qui ne parviennent plus à jouer leur rôle et qui ont ce temps qu'ils suivent. Ils font en sorte que demain, tout le monde commence à se poser les questions, comment on en est arrivé là. Mais il faut bien que les gens se réconcilient. Ce sont des acteurs politiques qui se connaissent suffisamment. Ils ont été, il y a quelques années, ensemble du côté du pouvoir. Il y a eu des schismes. Certains sont allés dans l'opposition dite radicale aujourd'hui. Mais les points de désaccord doivent pouvoir trouver justement solution. Oui, le mot cynique a été prononcé sur le plateau. On se souvient que Marine Le Pen, sous d'autres cieux, traversant la Méditerranée, a tué politiquement son père. Donc se connaître, ça n'a pas, à mon avis, un grand intérêt à politique. Les enjeux sont tels que même votre frère devient votre ennemi. Voilà. Mais c'est plutôt l'état d'esprit. Est-ce qu'on a des acteurs politiques avec un minimum de culture qui les amène toujours et toujours à être à un certain niveau et donc à préserver l'intérêt national? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un X appelle un Y en disant bon, on s'assoit? Notre différent est réel, c'est celui-ci. Au Gabon, là, non, ce sont des petits acteurs politiques. Et à mon avis, c'est ça le risque que nos sociétés prennent, notamment en Afrique centrale. Pas seulement en Afrique centrale, hein, parce que j'ai lu il y a quelques jours une interview du chanteur reggae ivoirien Alpha Blondy. Il reproche la même chose à la classe politique ivoirienne. Il dit, nous sommes en 2018, il dit, la guerre est finie depuis 2011 et jusqu'à présent, les partis politiques, les acteurs politiques n'arrivent pas à régler la question de la réconciliation nationale et la chose est d'autant plus difficile que dans chaque formation politique, il y a de grandes bagarres. Oui, je voulais juste ajouter, si vous me permettez, c'est un cas intéressant au-delà de l'Afrique centrale. Qu'est-ce que la question de la nouvelle constitution ivoirienne a réglé? Justement, l'intérêt de s'asseoir autour d'une table avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous est plus que jamais d'actualité. Qu'est-ce que ça a réglé? La Côte d'Ivoire est toujours dans l'entre-deux. Et donc, notamment pour la constitution, on ne s'amuse pas. Parce que c'est un texte qui doit... Tout le monde doit s'y reconnaître. À partir du moment où un pan
intéressant de la société, s'il ne le reconnaît pas, la société est toujours... Alors, voilà, on va embrayer sur l'Angola. L'Angola qui a un nouveau président, un président dont on croyait qu'il serait justement sous, on va dire, voilà, sous le parapluie du président Dos Santos, mais qui surprend à travers pas mal de décisions. Il a tour à tour limogé la fille du président et son fils. Le président angolais João Lourenço poursuit son ménage dans le pays. Ce 10 janvier, il a débarqué José Filomeno dos Santos du Fonds souverain angolais, un portefeuille de 5 milliards de dollars américains. Le destin de cette cagnotte de l'État angolais censé servir les générations futures a été confié à ce fils préféré de l'ancien président José Eduardo dos Santos en 2013, après l'échec de ce dernier d'en faire son successeur à la tête de l'État. Après sa sœur Isabel dos Santos, l'ex-toute-puissante PDG de la Sonangol, la compagnie pétrolière angolaise, après Sidinka Dokelo, le gendre de l'ex-timonier angolais, dont les intérêts diamantifères ne sont plus soutenus par l'État, c'est donc au tour de José Filomeno dos Santos de subir les foudres de celui que les Angolais ont déjà surnommé le liquidateur implacable. Il est entre autres reproché à Filomeno dos Santos d'avoir mis 7 établissements stratégiques au service de son ami personnel, l'homme d'affaires angolo-suisse Jean-Claude Bastos de Moharet, qui gère à lui seul et pour ses propres intérêts 85% du fonds. Mais les tourments des Dos Santos pourraient ne pas en rester uniquement au niveau des pertes de position de pouvoir. L'office fraîchement débarqué va très probablement devoir justifier pourquoi les 2/3 du fonds souverain dorment sur des comptes en banque à l'île Maurice, comme l'a révélé le scandale des Paradise Papers. Quant à sa sœur Isabel dos Santos, elle devrait répondre de possibles détournements de fonds, ainsi que l'avait annoncé en décembre dernier la compagnie pétrolière Sonangol. Le président João Lourenço avait promis dès sa prise de pouvoir d'éradiquer la corruption et le népotisme. Le maçon est assurément au pied du mur. Alors, Lourenço est finalement en train d'imprimer sa marque, il fait son ménage. Et on est tenté de se demander si finalement ce n'est pas à un jeu qu'il s'adonne. Est-ce que tout ça ne se fait pas en accord avec son mentor? Est-ce que vous pouvez penser qu'on peut jouer avec cela? Non, on est là, on gère là les intérêts de l'État, hein, on gère un pays, ça ne peut pas être un jeu. Et puis le nouveau président avait dit, une fois de plus, si vous ne l'avez pas pris au sérieux, maintenant vous allez être obligé de le prendre au sérieux. J'entends par là, c'est pas toi, M. Aziz, ce sont ses propres compatriotes qui lutteraient contre la corruption. Et quand on dit on s'engage à lutter contre la corruption, chacun devrait se reconnaître. Alors maintenant, on a pensé que parce que le pouvoir lui a été pratiquement légué par Dos Santos et qu'il pourrait peut-être avoir un peu un gant de velours, mais le monsieur arrive, il établit les faits et il évacue au fur et à mesure, sans préjudice du reste. Donc, que vous soyez l'enfant de Dos Santos, d'ailleurs, on nous apprend qu'ils ont même eu un échange assez virulent au sein du MPLA, parce qu'il a dit qu'il va continuer. Et la preuve, il continue. Il s'est déjà débarrassé d'Isabelle, il s'est débarrassé maintenant du fils, il s'est débarrassé des autres enfants qui occupaient les groupes de médias, il s'est débarrassé du beau-fils qui également était dans le diamant et soutenu par l'État. Comment, là également, c'est la gestion un peu trop népotiste du pouvoir autour d'une famille, c'est quand même beaucoup. À un certain moment, ça pend au nez. Ça pend au nez. Finalement, Dos Santos aurait été mieux inspiré d'écarter ses enfants de la gestion des affaires de l'État. Moi, je pense s'il a décidé de partir, il a décidé de partir aussi avec de quitter les affaires, c'est qu'il a décidé de partir avec, lui, il a un certain âge, sa famille. Il a un certain âge, mais la vie de son entourage ne s'arrête pas avec, sur le plan politique, avec la fin de ses activités politiques. Oui, c'est une décision, certainement. C'est assez intéressant, certaines confidences. La réaction de Dos Santos à ce jour, il trouve que c'est nécessaire de changer, mais que c'est trop radical. Oui. Donc c'est un aveu de faiblesse qui pour moi me donne espoir. Et la popularité qui est actuellement celle de João Lourenço et qui amène même l'opposition à le féliciter, il doit capitaliser ça. Et je me souviens toujours des cours de base en sciences politiques des 100 premiers jours d'un mandat.
Et donc, et ça ne doit pas s'arrêter là, parce que là, c'est des débauchages, des nominations. Maintenant, il faut des réformes structurelles. Vous savez que c'est un pays qui repose beaucoup sur le pétrole, dont les ressources reposent toujours beaucoup trop sur le pétrole, etc. Il faut des réformes de fond, puisque la corruption et l'Angola font bon ménage. font bon ménage. Et donc, il ne doit pas s'arrêter là. Ce n'est qu'un début, mais il doit aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a le peuple angolais qui est là, et je pense que c'est surtout lui. Ce sont quand même ses premiers pas. Hein. Comme vous l'avez dit, il faut qu'il imprime sa marque. Et l'Angola est sur la bonne voie. On se demande quand même si, pour l'instant, il faut lui souhaiter beaucoup de courage et de tenir, vraiment de la ténacité. Mais les observateurs se posent encore la question de savoir s'il pourra aller jusqu'au bout. Parce qu'au bout, également, semble que l'appareil militaire, le haut de l'appareil militaire est suffisamment engagé, empêtré dans des magouilles de toutes sortes, tant aussi bien que s'il faut balayer, il faudra aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il pourra aller jusqu'à l'appareil militaire? Là également, tout au moins à quel niveau même de l'appareil militaire? Donc, c'est pour dire que, mais l'assainissement est important. Et ça, au moins, c'est un espoir. Ça montre tout simplement qu'on peut appartenir à un appareil, à un système, et même ne pas être d'accord avec le fonctionnement de ce système et attendre son jour pour changer les éléments. Parce qu'on pourrait reprocher à Lourenço d'avoir été l'homme de Santos, donc d'avoir vu tout ça, d'avoir même bénéficié, profité de tout cela. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il peut regretter, mais en agissant, on dit que bon, moi franchement, voici. Donc c'est ça qui est important, moi, me semble-t-il. Et finalement, Dos Santos, il a pris sa retraite, mais il ne s'est pas tout à fait retiré du jeu politique. Il va peut-être être à nouveau inspiré pour repositionner quelqu'un d'autre. Oh, moi je ne pense pas. Je pense que le choix est fait et c'est parti pour un certain nombre d'années. Donc il va peut-être jouer un rôle de conseiller, mais je pense que le nouveau président a décidé d'y aller de façon résolue et il va continuer. Il ne faut pas oublier que l'Angola est un pays qui revient aussi de loin quand même. Hein. Ce pouvoir s'est installé après avoir gagné une longue guerre. Et donc, quand on gagne une guerre comme ça, bon, ben, chacun se sert, chacun prend une portion du pays. Maintenant, je pense que le nouveau président est en train d'essayer de remettre les choses sur les rails. Et un autre pays qui vient également de loin, c'est l'Afrique du Sud avec un parti presque centenaire, l'ANC, qui a changé de président il y a quelques semaines. L'ANC qui pourrait encore justement peut-être pas surprendre, mais surtout positionner quelqu'un d'autre à la tête du pays. Le président Jacob Zuma traverse actuellement une zone de turbulence. Les taux se resserrent de plus en plus sur le président sud-africain, Jacob Zuma, et la perspective de connaître le sort qu'il avait réservé à Thabo Mbeki, son prédécesseur, se précise méthodiquement. Sur injonction de la Cour constitutionnelle, le Parlement a entamé cette semaine l'examen de la procédure de destitution du président de la République pour violation de la loi fondamentale en abusant des deniers publics. Un malheur n'arrivant pas seul, voici Jacob Zuma obligé de mettre sur pied une commission d'enquête sur la corruption au sommet de l'État, ce qu'il avait refusé le mois dernier au nom de la séparation des pouvoirs malgré la décision de la justice. Il avait alors fait appel à cette décision, mais le mois dernier, Jacob Zuma et son camp ont perdu la présidence du Congrès national africain ANC au profit de Cyril Ramaphosa, l'actuel vice-président du pays. Ce dernier a promis d'éradiquer la corruption, y compris dans ses propres rangs. Réclamé à corps et à cri par ses adversaires depuis des mois, le président Zuma a fini par céder. Mardi 9 janvier en soirée, il a annoncé la mise en place d'une commission judiciaire sur les accusations de corruption à la tête de l'État. J'ai pris conscience que cette affaire préoccupait l'opinion publique depuis quelque temps et méritait mon urgente attention, a-t-il justifié. Outre les accusations de corruption et de compromission à la tête de l'État, M. Zuma est menacé par d'autres scandales. L'hypothèse de son départ anticipé, démission ou destitution, agite désormais avec insistance les rangs de l'ANC.
De mercredi 10 à jeudi 11 janvier 2018, la nouvelle direction du parti au pouvoir planche sur le sujet. La direction de la commission a été confiée au vice-président de la Cour constitutionnelle, Raymond Mlungizi Zondo. Jacob Zuma va-t-il finalement subir le même sort que Thabo Mbeki? Bien, je crois quand même que c'est une fin de mandat, peut-être pas de règne, hein, c'est une fin de mandat assez intéressant. Et personnellement, au-delà des acteurs, c'est le système institutionnel sud-africain que je salue. Parce que, vous savez, les hommes sont ce qu'ils sont. Et lorsqu'on a ce type d'acteurs politiques, dans un pays comme l'Afrique du Sud où les institutions sont quand même assez solides, on voit comment les mailles se resserrent. Le parti l'a perdu, même si il garde encore quelques hommes de confiance à l'intérieur. Le Parlement reçoit les procédures de destitution venant de la Cour constitutionnelle. La question de son départ, plus que jamais, se pose et s'impose même dans l'agenda politique national. On a là un système affaire à un système politique un système institutionnel, autant pour moi, qui donne des gages de fiabilité et c'est intéressant. Maintenant, pour les hommes, je ne veux pas les juger. Je veux simplement saluer le système institutionnel qui fait qu'il est capable de contenir ce type de président. Contenir les dérapages, certains excès qui sont peut-être liés aussi à certains choix ou bien oui, je pense que Jacob Zuma, il sait qu'il est sur le départ. Donc, il est en train de s'aménager une bonne sortie. Il essaie de s'aménager une bonne sortie. Voilà, une sortie honorable parce que les résultats de l'élection à l'intérieur de l'ANC sont là. Donc, il n'est plus majoritaire. Et donc, la machine est en route pour qu'il regarde dans la direction de la sortie. Et donc, il est en train de s'aménager. Donc, le problème est de savoir honorable. Comment sortir. Voilà. Je ne sais pas s'il est en train de s'aménager une sortie honorable. Je pense parce qu'il va lui être difficile de remonter la pente. Oui, oui, pour ça, il ne peut plus remonter la pente. Mais s'aménage-t-il volontairement cette sortie honorable? Là est toute la question. Parce qu'une fois de plus, tout ce qu'il exécute en ce moment lui avait été demandé, ordonné. Il n'a pas voulu le faire. Or là maintenant, avec le nouvel appareil du parti, n'est-ce pas, et avec la demande sociale, n'est-ce pas, qui voudrait des comptes. Somme toute, c'est là également la fiabilité des institutions dont parlait Dr Adjo en ce moment, pour montrer qu'il y a des institutions. Et elles sont solides en Afrique du Sud. Et ça, on voudrait, les gens demandent que ce monsieur a utilisé des fonds publics pour des objectifs privés, il faut des comptes. Et c'est pour ça qu'on a sommé l'Assemblée nationale, qu'elle-même avait essayé de tourner autour, de mettre en place un mécanisme pour examiner la décision d'un chef à partir du moment où vous violez la Constitution. Donc, M. Zuma, Jacob, risque de terminer son mandat plus tôt que prévu, parce que après cela, les enquêtes, si ces enquêtes aboutissent, qu'est-ce qui va se passer? Il sera au tribunal et le tribunal sera au Parlement aussi. Sa sortie ne sera pas aussi honorable que ça. Et le nouveau président de l'ANC, Cyril Ramaphosa, a quand même promis de ramener la cohésion au sein du parti. Oui. Comment cela sera-t-il possible? Il faut voir, il faut peut-être... Comme c'est quand même un ancien, bien qu'il vienne du syndicalisme, c'est quand même un ancien de l'ANC, de la maison, puisque les liens entre le syndicat et l'ANC étaient tellement fusionnels qu'on peut estimer que c'était une grande famille. Donc, en matière de cohésion, il faut voir comment il envisagera l'avenir de ce parti. Mais ce qui est, à mon avis, intéressant de souligner, c'est la façon dont les leaders de l'ANC, Jacob Zuma, etc., ont tout fait pour affaiblir le parti. Et donc, avec le risque qu'il ait une position finalement classique, normale, dans l'échiquier politique sud-africain. Vous voyez ce nouveau parti dont le leader, j'oublie le leader, ce jeune afro,
Malema. Julius Malema. Et la Ligue démocratique. Oui, démocratie, le parti du Cap. Oui, d'accord. Ce sont des partis qui montent, qui s'imposent, et l'ANC est en danger parce que le management de ces dernières années a hypothéqué ses positions. Et les leaders ont mal joué. Et la question de la demande sociale a été soulignée là. Ils n'ont pas du tout répondu aux attentes des Sud-Africains, alors que c'était sa vocation première, ce parti-là. Et donc, ces leaders-là se sont amusés. Maintenant, il faut voir comment Cyril Ramaphosa œuvrera pour ramener un peu plus de sérénité et peut-être de conforter les positions que le parti a jusque-là. Et il a intérêt, Cyril. Il a intérêt parce que justement, les élections, c'est bientôt, n'est-ce pas? Alors, et justement, le parti voudrait retrouver sa force et sa cohésion. Ça ne peut être bâti qu'autour des valeurs de ce parti. Et je pense que c'est ce qu'il poursuit. C'est pour cela que, tout en sachant comment ménager le chou et la chèvre, mais il faut aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, de ce qu'il est en train d'entreprendre. Lui aussi, comme l'Angolais, lutter contre cette gangrène, quitte à toucher tous les piliers qui sont affectés à l'intérieur. Voilà, Cyril Ramaphosa qui a pris sur lui donc de lutter contre la corruption. Voilà pour ce qui concerne bien sûr l'actualité politique. Et on rappelle, parce que nous l'annoncions, qu'on aura l'occasion de revenir ultérieurement sur justement le sujet de Jean Ping, qui est cité par un juge qui lui a notifié justement qu'il allait comparaître en qualité de témoin dans une affaire de tentative de déstabilisation de l'État. Il a été empêché de quitter le Gabon hier soir à l'aéroport international Léon-Bas de Libreville. On en vient maintenant au sujet de société en Tanzanie, et les filles mères ou bien les jeunes filles qui tombent enceintes, eh bien elles sont simplement exclues des écoles. Une disposition de l'année fiscale 2018 en vigueur depuis une semaine précise que la taxe instituée par les transferts d'argent effectués auprès des sociétés de téléphonie en Côte d'Ivoire ou de leur intermédiaire et à la charge du donneur d'ordre est prélevée au taux de 0,5% du montant des transferts d'argent effectués par l'opérateur national de téléphonie dont la plateforme est utilisée pour le transfert ou par le fournisseur local de réseaux de transfert de fonds. L'activité de transfert d'argent connaît un essor en Côte d'Ivoire. Alors là, on était sur justement un sujet d'économie, on a enjambé un sujet d'économie et un sujet d'économie qui révèle qu'il y a des taxes qui ont été imposées aux 2 ou 3 roues en Côte d'Ivoire et des taxes qui font quand même... Téléphonie cellulaire. Des téléphonies cellulaires. De toute façon, c'est 2-3 roues. L'annexe fiscale 2018, donc, qui se trouve dans la loi des finances, a été mise en application dès le 1er janvier. Et cela déjà, nous sommes aujourd'hui le 14, et cela crée déjà de gros grincements dedans. Mais il faut regarder d'où tout cela vient. Il y a eu une grande réunion entre les ministres des Affaires... les ministres chargés des finances de la zone franc se sont retrouvés avec le ministre français des Finances, et dans les résolutions, c'était au mois de novembre certainement, je n'ai plus la date de façon précise, mais dans les résolutions qui ont été prises, il était question justement de faire le maximum de recettes à partir de la fiscalité. Et donc en Côte d'Ivoire, tout de suite, l'application tombe et il y a de gros grincements dedans. Alors les grands risques qu'on court, c'est de voir un certain nombre d'entreprises passer du secteur formel au secteur informel, et on risque aussi de voir monter le taux de chômage. Mais est-ce que finalement nos économies ne sont pas toutes informelles sur le continent? Il y a une grande partie, une grande place de l'informel dans nos économies, mais de plus en plus cela est pris en compte, mais la chose intéressante aurait été d'aller de l'informel vers le formel. Cela permet d'avoir une meilleure maîtrise de l'économie. Ces économies informelles, enfin, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas revoir les termes? Sont-elles réellement informelles puisqu'elles permettent aux États de prélever des taxes? Non, excusez-moi, il y a une bonne partie de l'informel dans nos économies. Et c'est de grosses pertes. Parce que, comme disait Georges, oui, tout à l'heure,
lorsque tout est formel, il y a une maîtrise. L'État peut raisonnablement prévoir, etc. Mais lorsque tout est volatile, on ne sait pas qui exerce dans quoi. Souvenez-vous des problèmes que la Grèce a eus. L'Union européenne a sommé la Grèce d'organiser son système économique. Parce que la Grèce fonctionnait un peu comme un État africain. Et lorsque la crise a frappé, il manquait de ressources. Les dirigeants grecs ne voyaient pas clair dans la façon de sortir leur pays de cette situation-là. Alors que si le pays avait été organisé, c'est sur la base de cette organisation-là que la Grèce allait envisager de façon sereine la sortie de la crise. Et donc, les pays africains, c'est une forme de syncrétisme. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi un dirigeant français, dans une réunion qui concerne les États africains, et pourquoi cette célérité, la rapidité avec laquelle l'État, quelle a été la nature du discours que le dirigeant français a tenu pour que les autorités ivoiriennes urgemment... C'est des choses qu'on va retrouver dans un certain nombre de pays, notamment de la zone franc. Et donc, il est question de revoir comment les économies marchent. Il est question de renflouer les caisses. Et il est question d'éviter cette fameuse dévaluation du franc. Et donc, et la France est justement l'un des garants de cette monnaie. Et Georges Aboké, justement, aura dans le cadre de son émission Perspective économique, le temps long et large d'y revenir. On parlait. Mais là, ce qu'on veut dire, ce que moi, pour boucler peut-être sur cette question, c'est trop d'impôts tue l'impôt, comme on dit. Trop d'impôts tue l'impôt. On le retient. Et nous parlions de ces jeunes filles qui sont exclues de l'école en Tanzanie lorsqu'elles tombent enceintes. L'UNICEF avait pris l'engagement dans certains pays de les recueillir, mais en Tanzanie, le gouvernement a durci ses positions. Les grossesses précoces en Tanzanie donnent le tournis aux autorités. Une enquête démographique et de santé menée dans ce pays montre que 27% des adolescentes âgées de 15 à 19 ans sont déjà mères ou enceintes de leur premier enfant. Une situation inadmissible pour les autorités. En 2017 déjà, le président tanzanien John Magufuli avait déclaré que son gouvernement ne permettrait plus aux mères adolescentes de retourner à l'école après l'accouchement, une mesure qui sera durcie en 2018. Seulement la loi de 1988 sur les infractions à caractère sexuel ne fait pas des rapports sexuels des mineurs un délit. Or, plusieurs filles ont été arrêtées le week-end écoulé parce qu'enceintes. Elles ont aussitôt été libérées sous caution sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre elles. Certaines organisations de défense des droits de l'homme ont appelé les autorités à revoir leur copie car aucune loi tanzanienne n'autorise l'arrestation de ces écolières. Certaines indiscrétions parlent de cette arrestation en des termes très clairs. Le gouvernement souhaitait par cet acte mettre fin aux grossesses précoces. L'organisation des défenses des droits de l'homme Human Rights Watch soutient que ces grossesses ont de lourdes conséquences puisqu'à ce jour, 15 000 filles abandonnent l'école chaque année après avoir mis au monde leur enfant. Human Rights Watch va plus loin et demande à l'État d'attaquer le problème à la racine, en commençant par exemple par retrouver les auteurs de ces grossesses qui sont généralement inconnues et à sensibiliser les familles de ces jeunes filles ainsi que les jeunes filles elles-mêmes pour prévenir de ce phénomène qui malheureusement prive la Tanzanie d'une élite féminine. C'est un exemple à suivre. Il faut penser durcir la législation. Alors, il y a des expressions à l'endroit des filles mineures qui tombent enceintes. Il y a des expressions qui m'ont fait sursauter, c'est infraction à caractère sexuel. Bon, moi je pense que, comme on l'a dit dans ce sujet, il faut que l'État tanzanien, et c'est une préoccupation qu'on retrouve aussi dans un certain nombre d'autres pays africains, que l'État tanzanien regarde les choses avec lucidité. Et puis aille à la racine, comme il est dit. C'est-à-dire, il faut aller à la racine, il faut d'abord regarder quelles sont les causes de cette situation. Et puis, mais pour moi, c'est aggraver la situation que d'empêcher, que de leur interdire l'accès à l'école à ces filles mères. C'est compliquer la situation davantage. Oui, parce qu'en fait, on ne saurait priver de l'éducation des enfants, parce que le droit à l'éducation, c'est quand même fondamental. Et ce n'est pas parce qu'on a pris une grossesse précoce
qu'on devrait être privé de l'éducation, n'est-ce pas? Bon, alors, même après avoir accouché, on peut reprendre l'éducation. Les cas sont légion, n'est-ce pas, où les jeunes filles ont accouché, ont même dû interrompre leurs études, ont repris les études et ont continué bien. Donc, il faut regretter justement cette... enfin, il faut éviter quand même que les enfants, cette sexualité précoce-là pose problème, effectivement. Mais de là à interdire ou à constituer un obstacle pour l'évolution de jeunes filles, je pense que ce n'est pas un exemple à copier. Alors, en une minute, on va parler du Faso d'Anfani. Le Faso d'Anfani rappelle le capitaine Thomas Sankara qui, bien sûr, avait décidé de valoriser le secteur textile local en faisant en sorte que la tenue officielle soit tirée de justement ce tissu fait avec du coton et de manière traditionnelle. Donc depuis quelques jours, eh bien, le Faso d'Anfani est à nouveau la tenue officielle. Le gouvernement burkinabé l'a imposé à tous, à encourager les gens dans tous les secteurs à porter des vêtements faits à base de tissus traditionnels pour la promotion de l'industrie textile nationale. Le Burkina Faso est un pays producteur de coton, donc a décidé d'utiliser son coton. Et puis c'est une façon, à l'époque, pour Thomas Sankara, de ramener les Africains dans la ligne, j'allais dire dans la ligne droite. C'est-à-dire, il faut faire avec ce qu'on a. Et je pense que c'est ce qui a été lancé. Et moi, je salue cette décision du gouvernement burkinabé qui fait en sorte que ce tissu est valorisé, tout simplement. Bon, je crois que moi, je préfère parler d'encouragement que d'obligation. Parce que la mesure telle qu'elle est prise obligatoire, ça ne va pas prospérer. Alors justement, je crois que ça ne va pas prospérer. Je dois préciser que le communiqué encourage. Voilà, parce qu'on ne peut rien imposer d'une façon culturelle. Par contre, apprendre aux gens, parce que le textile, je regardais encore les dernières statistiques au Burkina Faso, le textile et les vêtements sont au bas de l'échelle, n'est-ce pas, des importations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le textile aujourd'hui au Burkina, ou le vêtement burkinabé n'est pas suffisamment transformé sur place pour être porté. Parce que dans tout, c'est toute une industrie qui passe de la formation à tout de manière à ce qu'on s'habille régulièrement de tissus et des modes ou des modèles locaux. Mais alors, si simplement on dit désormais il faut porter ceci, alors que tout n'a pas été fait à ce niveau, ça ne peut pas marcher. Mais apprendre aux gens de façon culturelle, de attendez, ça c'est notre, il faut le faire, il faut s'y habituer. En ce moment, progressivement, je pense que ça devrait plus porter que de dire que désormais, on a vu ça avec Abakos de Mobutu. Après sa disparition, personne ne voit plus Abakos quelque part. Oui, mais il faut voir, au-delà de la mesure, si des batteries de mesures ont été prises pour promouvoir cet artisanat-là et en faire un secteur économique viable. Et je crois savoir que les autres pays africains sont preneurs. Si le Burkina Faso exporte ces jolies chemises africaines, ces jolis boubous africains bien travaillés, je pense qu'au Gabon, il y aura quand même un petit marché parce que le tissu africain est en train de retrouver une place encore marginale. Il faudrait que ça dépasse le cadre artisanal. C'est pour ça qu'il faut que tout soit pensé de bout en bout, n'est-ce pas, de la matière à la consommation finale. C'est cette chaîne qui doit être mise en place. Cela me rappelle une décision du président Paul Kagame qui a décidé de surtaxer l'entrée de la friperie dans son pays pour permettre à l'industrie textile locale de se développer. Voici les décisions qu'il faut prendre pour faire avancer les choses. Et on va finir sur le sport. Le championnat d'Afrique des Nations réservé aux équipes locales a démarré hier. Juste un mot, le Maroc s'est imposé devant les Mourabitoun de Mauritanie. Ce n'est pas une surprise, le Maroc, pays organisateur, a un championnat mieux structuré. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise là-dessus? C'est simplement que tant mieux la compétition a commencé. Elle a bien commencé pour le pays organisateur, dont le Maroc, qui a eu sa première victoire. Maintenant, il faut encourager tout le monde à compétir véritablement et que la compétition soit de haut niveau, n'est-ce pas, pour valoriser les joueurs jouant sur le continent. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir
du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement au Maroc. Merci donc d'avoir été des nôtres. Actu7 prend fin sur cette information sportive et sur cette exhortation à ne jamais désespérer de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde. Très bonne suite de programme.